Bonjour, je m'appelle Brice Royo-Prats, je suis ingénieur de recherche en postdoctorat au sein du laboratoire Promesse à Perpignan. Nous travaillons actuellement dans le cadre du projet européen Sudo et Innoveco sur le traitement des eaux et essayer d'éliminer au mieux des produits pharmaceutiques. Donc l'idée en fait c'est d'essayer d'aller traiter des produits pharmaceutiques directement à la source et en particulier en sortie de maison de retraite, car donc les maisons de retraite sont un lieu où beaucoup de médicaments sont utilisés et tous ces médicaments, tous ces composés médicamenteux ne sont pas forcément assimilés par le corps et donc ils vont se retrouver dans les eaux usées. L'idée du projet était de développer un procédé qui couplait à la fois un traitement biologique dit classique avec un traitement d'oxydation avancée et d'avoir une mise en parallèle de ces deux traitements afin qu'il y ait une synergie pour améliorer le traitement des produits pharmaceutiques, dégrader au mieux les molécules. Donc on va commencer par le procédé biologique, le procédé dit plus classique. Donc vous voyez ici, nous avons une cuve d'une vingtaine de litres qui donc contient en fait la biomasse épuratrice, c'est-à-dire en fait des bactéries qui vont venir dégrader les matières organiques, mais aussi elles vont avoir un impact sur les produits, les micropolluants et en particulier les produits pharmaceutiques. Mais leur impact va être relativement limité et il va falloir les aider pour avoir de meilleurs taux de dégradation. Donc ces micro-organismes, d'où ils viennent directement en fait de la station d'épuration de Perpignan. On allait prélever des micro-organismes au sein de ce qu'on appelle le bassin aéré, c'est-à-dire le bassin biologique principal où sont ces micro-organismes et où ils vont pouvoir dégrader la matière organique des eaux usées. Et donc ces bactéries sont mises dans cette cuve ici et en fait on a un système de circulation, vous voyez, donc on a ici une pompe qui permet de faire circuler l'eau comme ceci dans cette boucle. Et ici, ce qui se passe, c'est que pour séparer justement cette eau marron, donc ces matières en suspension, ces bactéries, pour les séparer de l'eau et donc avoir de l'eau claire en sortie, à ce niveau-là, on a en fait un procédé de membrane. On a tout simplement une membrane, c'est une barrière physique. Voici donc la membrane, c'est une membrane en céramique, donc de porosité 0,2 microns. Donc, vous voyez, elle est cylindrique et en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau usée passe à l'intérieur du cylindre et donc à travers les parois vont passer uniquement les molécules inférieures à 0,2 microns et la boue va continuer à circuler, va rester confiné à l'intérieur du cylindre et donc rester dans la boucle de recirculation. Donc cette membrane est directement placée ici dans ce support et on a une recirculation de cette façon avec les micro-organismes, tout ce qui est marron dans l'eau qui va rester vraiment confiné dans le bioréacteur. En sortie ici par contre on va avoir ce qu'on appelle le perméa, donc l'eau qui passe à travers le filtre et donc c'est de l'eau claire comme vous pouvez le voir là qui est renvoyée directement au niveau du réseau d'eau usée. Vous voyez ici tout un système de jeu de vannes. En fait, on va pouvoir jouer sur l'ouverture et la fermeture des vannes pour augmenter ou diminuer la pression. Donc là, la pompe actuellement est arrêtée pour que vous m'entendiez bien. Mais si je l'allume, donc la pompe se met en route. La recirculation commence à se faire. Donc on a du coup l'eau qui est ramenée et renvoyée dans la cuve ici. Vous voyez du coup on a une pression qui augmente donc aux différents endroits. En fait, on va pouvoir jouer sur la pression et donc la quantité, le débit d'eau qui va sortir de la membrane et donc de l'ensemble du système en jouant sur les différentes vannes et donc on va pouvoir jouer sur les débits, les temps de séjour, etc. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est ce qu'il y a ici dans ma main. C'est donc un tuyau d'arrivée d'air avec une électrovanne qui commande l'ouverture et la fermeture de la vanne pour contrôler si oui ou non de l'air arrive dans la cuve. Il faut savoir que les bactéries, différentes communautés de bactéries existent, des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour être bien, pour bien vivre, pour être en bonne santé, et d'autres bactéries qui vont préférer être en conditions anaérobie ou anoxie, c'est-à-dire hors oxygène, donc sans présence d'oxygène. Et ces différentes communautés vont avoir des rôles différents dans l'épuration de l'eau. Réduire tout ce qui est matière organique, mais également azote, phosphore. Donc azote, on pense au nitrate et au nitrite. Et pour cela, en particulier, on a besoin de bactéries dites anaérobies. Et par contre, pour tout ce qui est matière organique, c'est plutôt les bactéries aérobies, les bactéries qui aiment l'oxygène, qui vont être nécessaires. Du coup, il est important de comprendre que vraiment, là-dedans, dans cette cuve, dans ce système, on a des êtres vivants, des micro-organismes vivants, qui ont besoin de conditions particulières pour être en bonne santé et pour bien dégrader les différents contaminants qui sont présents dans l'eau. Et pour ça, on a entre autres besoin de faire des cycles assez précis d'aération, non-aération, donc à l'aide d'une électrovanne et d'air comprimé. Donc il faut bien comprendre que ce bioréacteur est alimenté en permanence, donc il est vraiment en régime continu, en régime permanent. Donc du coup on a une arrivée d'eau, de l'eau du réseau directement, de l'eau potable qui arrive directement en haut dans la cuve. Et à côté de ça, donc on alimente en permanence le réacteur par deux choses. D'un côté, donc tout ce qui est alimentation des bactéries, c'est vraiment la nourriture qu'on doit leur apporter pour qu'elles soient en bonne santé, qu'elles vivent bien. Donc on a différentes choses, on a de la peptone, on a de l'extrait de viande, des choses comme ça. L'autre solution, c'est directement une solution en fait de produits pharmaceutiques qui est en permanence
permanence injectée au sein du bioréacteur pour du coup tout le temps stresser en permanence nos bactéries, notre système, et voir sa capacité d'épuration en continu sur le long terme. Donc on a choisi 3 produits pharmaceutiques pour faire nos expérimentations. On a choisi la carbamazépine, l'ibuprofène et le diclofénac, qui sont en fait 3 produits pharmaceutiques fortement utilisés et fortement rencontrés dans les eaux environnementales, dans par exemple les eaux de rivière, et donc qui sont très fortement utilisés pour différentes applications et qui en plus sont reconnus par l'Union européenne comme des molécules prioritaires dans la mesure elles sont justement très utilisées mais également relativement toxiques pour les organismes vivants. Les concentrations choisies ici pour ces contaminants, pour ces 3 contaminants, ont été en fait définies directement par les concentrations qu'on a pu mesurer en sortie de maisons de retraite faisant partie du projet, et du coup nous avons appliqué ces concentrations, donc c'est de l'ordre du microgramme par litre, c'est vraiment des faibles concentrations mais qui ont quand même un impact important, potentiellement important sur les écosystèmes. Donc vous avez compris hein, vraiment ici ce traitement biologique est directement dépendant de la bonne santé des bactéries au sein de cette cuve, au sein de ce réacteur, et du coup pour vérifier leur bonne santé justement on va suivre plusieurs paramètres en direct. Donc ici vous voyez vous avez 2 moniteurs, donc en haut à gauche on a tout ce qui est oxygène, donc taux d'oxygène dans l'eau en milligrammes par litre, donc on cherche à avoir des cycles entre 0 pour être en phase d'anaérobie à jusqu'à 5 mg par litre avec des phases, des cycles différents. Et donc à droite on a le pH, donc c'est pareil, il y a une plage de pH, en général elles aiment bien être entre 6,5 et 7,5 mais on peut un peu être décalé. Et donc on a également la température, là par exemple actuellement on est en canicule et à l'intérieur du réacteur il fait pratiquement 37 degrés. Donc en plus de ces paramètres qu'on suit en direct avec les sondes et qu'on peut voir en direct pour suivre le bon état de santé, le bon fonctionnement de nos bactéries, on a également un suivi en fait de la qualité de l'épuration de l'eau. Pour ça donc on doit effectuer des prélèvements, donc prélèvement au sein du bioréacteur, puis filtration, puis envoi d'échantillons à notre partenaire qui est le laboratoire de génie chimique de Toulouse, qui donc s'occupe de tout ce qui est analyse, en particulier au niveau des produits azotés, mais également les produits phosphatés. De notre côté, avec ces prélèvements, nous faisons également le suivi des matières en suspension, des concentrations en matière en suspension, c'est-à-dire en fait voir la quantité de bactéries présentes dans notre eau, sachant qu'ici le but est d'avoir suffisamment de bactéries pour que le procédé fonctionne bien, mais pas non plus trop de bactéries pour éviter la surpopulation et une inhibition de l'activité. Et donc l'idée est de garder une concentration aux alentours de 5 grammes par litre en bactéries, et pour cela on effectue un soutirage des boues tous les jours, donc d'environ 0,5 litres pour éviter justement cette surpopulation. Vous avez maintenant une bonne idée générale de comment fonctionne ce réacteur biologique. Pour pouvoir aider ces bactéries, on va chercher à oxyder les polluants, c'est-à-dire les dégrader, les rendre plus facilement biodégradables ensuite pour les bactéries. Et donc l'idée c'est vraiment de coupler ce réacteur avec un autre procédé qui va être un procédé d'oxydation avancée. Du coup, une partie de l'eau qui sort du bioréacteur est renvoyée directement au sein du photoréacteur. C'est le tuyau que vous pouvez voir apparaître ici. Donc on a une partie de l'eau qui sort de la membrane, donc de l'eau claire, qui est renvoyée directement par le tuyau en haut dans le photoréacteur, et donc on va voir tout de suite comment fonctionne ce photoréacteur. Donc là j'ai pris un peu de hauteur pour vous montrer donc le procédé de photo-oxydation. Donc de ce côté là vous avez tout ce qui est panneau électrique, c'est pas très intéressant, mais là vous voyez à ce niveau là, donc c'est vraiment la cuve, donc c'est une cuve de 2 litres, là elle est remplie au quart à peu près, parce qu'on fait différentes expériences sur différents volumes. Et donc vous pouvez voir que dedans donc on a de l'eau claire qui est mélangée avec ce qu'on appelle un catalyseur, c'est-à-dire le produit qui va être nécessaire à faire la photocatalyse, c'est-à-dire à pouvoir libérer un radical libre qui va être très oxydant et va pouvoir interagir avec les molécules récalcitrantes et les dégrader. Et donc ce catalyseur est du dioxyde de titane, du TiO2, sous la forme de photosphères qui ont donc la particularité de flotter. Donc là vous voyez, elles sont homogénéisées avec l'eau grâce à juste un système d'aération. Donc on préfère ce système pour éviter de venir casser les photosphères. Parce que les photosphères sont en fait des billes de verre, des sphères de verre recouvertes de TiO2, comme si elles avaient été peintes avec du TiO2. Et du coup donc ça c'est un gros avantage, c'est que du coup elles flottent et on peut facilement les séparer de l'eau. On arrive à faire ça juste en laissant reposer l'eau et en laissant faire la séparation. Mais du coup il faut éviter de casser ces microsphères, sans quoi on va plus avoir un pouvoir catalysant important. Et du coup plutôt que d'agiter mécaniquement la solution, on l'agite avec des bulles d'air. Ici vous voyez donc on a justement le système de séparation donc, qui permet de naturellement, juste par les équilibres de hauteur d'eau et de pression, d'avoir la séparation entre les photosphères qui vont flotter vers le haut et l'eau qui va circuler, une eau claire séparée des photosphères qui va retourner dans le bioréacteur. On ne veut évidemment pas que du catalyseur arrive dans le bioréacteur, dans la mesure où c'est un très fort oxydant et que donc il va pouvoir impacter les bactéries négativement. Ici je vous montre le panneau de LED. Donc vraiment la catalyse a besoin de 2 choses. Elle a besoin d'un catalyseur, donc
la chose blanche que vous voyez dans l'eau, elle a besoin d'une énergie, et donc d'une énergie lumineuse au travers des ultraviolets, des UV. Et donc ici on a justement un panneau de LED d'UV qui on va pouvoir contrôler à différentes densités de flux, c'est-à-dire à différentes intensités lumineuses, donc pour simuler par exemple des alternances de cycles jour-nuit, une variation d'ensoleillement par exemple dans la journée, une différence entre l'hiver ou l'été. On a vu les deux procédés de traitement l'un indépendamment de l'autre, et donc l'idée était vraiment de les coupler pour avoir une synergie dans les deux traitements, de venir aider le traitement biologique en oxydant les micropolluants récalcitrants, en venant les dégrader grâce à la photooxydation et donc en renvoyant cette eau au sein du procédé biologique pour avoir quelque chose de plus biodégradable et de plus facilement assimilable par les micro-organismes. Donc les résultats qu'on a eus sont très encourageants. On a vraiment réussi à dégrader nos 3 produits pharmaceutiques de façon bien plus conséquente que lorsqu'on a le procédé biologique seul. Cela va dépendre évidemment de la molécule. Chaque molécule a sa propre biorécalcitrance et sa propre récalcitrance en général. Donc par exemple l'ibuprofène est naturellement facilement dégradée. Elle est biodégradable à hauteur de 90-95%. Donc là on arrive à des taux d'abattement avec l'ensemble du process à environ 100%. Donc c'est très très bon. Le diclofénac est une molécule un peu plus difficile à dégrader. Sur un traitement biologique classique seul, on va avoir des dégradations de l'ordre de 20 à 40%. Et nous, avec notre procédé, on arrive à quelque chose de plus important que 80%, voire 90%. Donc également vraiment une forte augmentation de la dégradation de cette molécule. Et donc pour la carbamazépine, cette dernière molécule est vraiment la plus récalcitrante de toutes, c'est la plus difficile à dégrader. Et donc sur des traitements biologiques, classiquement, la bibliographie donne des traitements entre des taux d'abattement vraiment au maximum 20% et généralement plutôt aux alentours de 0 à 5%. Et nous, avec notre couplage, on est capable d'atteindre des taux de dégradation aux alentours de 20-25%. Ces premiers résultats qui donc sont très encourageants pour vraiment un pilote, une étude de faisabilité sur ce couplage et cette possibilité de le faire. Le couplage fonctionne, on a une meilleure dégradation de nos contaminants. Et maintenant, donc l'idée, c'est de continuer sur ce pilote intérieur en cherchant à optimiser différentes choses, en cherchant à optimiser entre autres la densité de flux, donc pour essayer de consommer le moins d'énergie possible tout en dégradant le plus de quantité de produits pharmaceutiques possible. Et l'autre chose, c'est la volonté donc maintenant d'aller sur quelque chose à plus grande échelle pour exporter l'ensemble de ce procédé à l'extérieur et utiliser non plus des UV artificiels qui consomment de l'électricité, de l'énergie, mais des UV naturels, donc directement utiliser l'énergie solaire, une énergie renouvelable pour faire ce traitement et donc avoir quelque chose qui s'inscrit directement dans une idée de développement durable.